Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette webconférence de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants. Je me présente, je suis Catherine Hack, je suis professeure à l'Université du Québec à Montréal et je suis aussi co-directrice de l'Observatoire. Donc, ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez ici parmi nous ce midi. Donc, on a la chance aujourd'hui de recevoir Simon Larose, qui est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval et qui est aussi responsable de l'axe éducation de l'Observatoire. Simon s'intéresse à plusieurs aspects du développement des jeunes, des adolescents, leur trajectoire scolaire, leur persévérance, les liens entre le mentorat et la réussite des jeunes. Donc, on est vraiment chanceux aujourd'hui de recevoir Simon qui va nous parler du tutorat chez les jeunes, un sujet qui est vraiment d'actualité parce que dans le contexte de la pandémie, nos jeunes ont besoin de solutions pour pouvoir persévérer à l'école et Simon va se faire un plaisir de partager ses connaissances avec nous aujourd'hui. Simon, le plancher est à toi. Merci beaucoup, Catherine. Vous m'entendez bien? Oui, donc très bien. Écoutez, je vais partager mon document tout de suite que vous devez voir à l'écran actuellement. En fait, ma présentation, je vais faire un tour d'horizon de données probantes sur le tutorat qui va s'inspirer de récentes méta-analyses qui ont été publiées dans les 5 dernières années, en fait, et qui permet, entre autres, d'identifier les conditions d'efficacité du tutorat. Je vais me permettre aussi, tout au long de la présentation, de flirter un peu avec certains travaux que j'ai menés sur le thème du mentorat scolaire, qui est un peu différent du tutorat, puisque la visée est davantage sur le développement positif des jeunes, mais il y a beaucoup d'accointances et il y a des connaissances qu'on peut tirer du mentorat scolaire qui sont transférables vers le tutorat. En introduction de la présentation, je vais aussi faire un bref état de la situation des retards d'apprentissage scolaire des enfants suite à l'expérience de la pandémie. Donc, d'abord, tout au long de la présentation, notamment quand je vais parler des résultats de méta-analyse, les méta-analyses ont reposé beaucoup sur des grands programmes nationaux américains. Je vous donne quelques exemples, on pourrait y revenir plus tard. Par exemple, le réseau national Reading Recovery, où ce sont des enseignants certifiés qui sont des tuteurs, qui reçoivent une formation complémentaire à leur degré d'enseignement et même qui doivent assister à des consultations professionnelles en cours d'intervention. Donc, c'est vraiment des programmes de mentorat de tutorat beaucoup plus coûteux qui impliquent là, des professionnels, dont des enseignants certifiés. Il y a eu d'autres initiatives, entre autres la corporation AmeriCorps, qui a eu le mandat suite à la gouvernance de Clinton. Ils ont injecté beaucoup de millions de dollars avec la visée de permettre à tous les enfants de troisième année du primaire à devenir des lecteurs autonomes. Ils ont beaucoup investi et il y a des sociétés qui ont été formées pour recruter et former des tuteurs volontaires. Donc, on parle ici davantage soit de retraités, d'étudiants en formation, d'étudiants stagiaires qui vont intervenir, et d'autres initiatives comme le Supplemental Educational Services, qui a aussi prévalu surtout dans les années 80 à la suite de la loi sur No Child Left Behind, où on a injecté encore des millions pour permettre à des enfants de bénéficier de tutorat. Et là, c'est allé beaucoup vers des compagnies privées et il y a des questions qui ont été soulevées suite à l'implantation de ces services-là quant aux inégalités sociales que ça peut créer quand c'est le privé qui entre en ligne de compte. Mais c'est juste un exemple pour dire qu'il y a une grande variabilité d'offres de tutorat et que les méta-analyses ont tenté de faire le point là-dessus. Tout au long de ma présentation, je vais aussi référer à des projets de recherche plus locaux que j'ai menés en partenariat avec d'autres, dont des programmes de mentorat scolaire. Vous avez Zénith à gauche, qui est un programme qui implique des enseignants de psychologie qui mentorent des élèves à haut risque qui ont échoué la moitié de leur cours lors de leur première session au collège et qui ont été accompagnés par la suite avec un travail très centré sur l'estime de soi et sur l'appropriation
des démarches d'inclusion au collège. Un autre programme auquel je vais référer, MIR, qui est un programme de mentorat par des étudiants universitaires qui ont mentoré des étudiants nouvellement arrivés au collège en sciences et un programme qui a eu une durée d'1 an dans lequel il y avait à la fois du soutien vocationnel, mais à la fois du soutien académique de type tutorat et aussi du soutien social. Et finalement, une participation au projet, une étude longitudinale Grand Frère, Grande Sœur, où on a suivi plus de 1000 familles au Canada, du moment où les familles inscrivaient leurs enfants au programme Grand Frère, Grande Sœur, donc inscription à l'agence, jusqu'à 30 mois après, avec des suivis à tous les 6 mois, donc pour vérifier un petit peu là, à partir du longitudinal, là, les effets du programme sur le développement des enfants. Donc, je vais référer à ces différents champs d'études-là dans ma présentation. Je veux donc commencer d'abord, avant de parler de tutorat, de faire un état de situation sur les retards d'apprentissage en contexte de pandémie. Catherine et moi, dans le cadre d'un numéro spécial qui a été édité par Sylvana qui porte sur l'effet de la pandémie sur le développement, on s'est intéressé à voir à partir des données internationales, à voir qu'est-ce que les données internationales nous disaient actuellement sur les retards d'apprentissage des enfants dans différents pays. Et on a recensé différentes études, dont certaines viennent du Pays-Bas, de la Belgique, de l'Angleterre et des États-Unis. Malheureusement, il n'existe pas ce genre d'études-là ici au Canada. Il y en a une en cours, je vais en parler tout à l'heure, mais au moment où on a écrit ce papier-là, il n'y avait pas d'études de ce genre menées ici au Canada. Ce qu'on retient en fait de ce papier-là, d'abord, qu'un consensus à l'effet que la fermeture des écoles, la migration en mode urgence vers l'enseignement en ligne, puis la présence d'éclosions ont réduit de façon significative le temps d'apprentissage scolaire des enfants. Les spécialistes en technopédagogie et en enseignement en ligne nous disent que l'enseignement en ligne en mode urgence, qu'on différencie d'un enseignement en ligne designé, planifié, conçu pour être en ligne, n'atteint pas plus de 50% des contenus habituellement enseignés en présence. Autre constat, pendant la première année de la pandémie, les jeunes de la génération COVID-19 auraient été exposés à moins de 70% des contenus disciplinaires au primaire et secondaire, donc une perte relativement importante en termes de contenu enseigné et de contenu acquis. Et là, on en arrive un peu plus précisément à ce dont on a fait mention dans l'article. Sur la base des résultats à des épreuves standardisées administrées annuellement dans différents pays, il y aurait eu des retards scolaires en sciences, mathématiques et langues, et on s'entend que les retards sont plus consistants et plus importants en langue qu'en sciences et mathématiques. Les retards scolaires plus importants pour les jeunes de milieux défavorisés, les jeunes en situation de handicap, et on anticipe que l'écart de réussite entre les forts et les faibles va augmenter, donc la pandémie, l'effet de la pandémie sur les apprentissages pourrait accroître les inégalités sociales et les inégalités en matière d'éducation. Et finalement, au-delà de l'apprentissage formel, ce qui est enseigné dans les classes, l'éducation non formelle et informelle, on parle par exemple de ce qu'on apprend à travers des activités parascolaires, à la lecture spontanée qu'on peut faire en milieu familial, parce qu'on peut être dans un milieu favorisé qui cultive la lecture. Donc, tout ce qui est éducation formelle et informelle aurait été limité pour ces sous-populations, donc les populations plus à risque. Donc, en plus d'avoir vécu des pertes d'apprentissage, on peut penser que le milieu informel d'éducation a pu être appauvri, notamment pour les populations plus vulnérables. À titre d'illustration, une des études auxquelles on fait mention et sur laquelle Catherine a travaillé beaucoup, illustre un peu ici en percentile les pertes d'apprentissage en fonction de différents modérateurs, le niveau scolaire, le sujet étudié, la performance initiale, les différences garçons-filles et l'éducation des parents. Et ce que vous pouvez constater de ce graphique-là,
c'est que d'abord, c'est qu'il y a des pertes sur l'ensemble des sous-dimensions, mais qu'au niveau de l'éducation parentale, surtout quand l'éducation est faible ou très faible, c'est là que les pertes d'apprentissage sont les plus probantes et les plus importantes. Actuellement, je vous disais que ce qu'on a mis en évidence dans le papier, dans la revue de santé publique, c'est beaucoup ce qui a été fait à l'international. Il n'y a rien qui avait été fait au Québec et même au Canada. Et l'Observatoire a pris l'initiative sous la gouverne de Catherine, de Sylvana, il y a Karine Trudeau qui est impliquée dans la démarche aussi, et probablement d'autres. Peut-être que Catherine pourra préciser les autres personnes impliquées dans le projet, de documenter ces écarts d'apprentissage-là chez nos enfants au Québec. Alors, il y a une initiative auprès des centres de services scolaires, auprès d'écoles, des invités à titre expérimental à administrer l'épreuve obligatoire de français en 4e année du primaire. Vous savez que le gouvernement a des épreuves obligatoires à différentes années au primaire ou au secondaire. Pendant la pandémie, ces épreuves-là ont été retirées pour des raisons qu'on comprend, des raisons humanitaires. Et évidemment, avec tout ce que le système scolaire a subi comme perturbation. Mais à titre expérimental, donc, il y a plus de 10 000 enfants qui ont complété cette épreuve-là. Et on a pu faire des comparables avec la cohorte de 2019, donc la cohorte pré-pandémique. Et ce que vous observez dans le graphique, c'est que la proportion d'élèves qui ont des notes fortes, des notes faibles en 2021, là, de 0 à 40, est de beaucoup supérieure à ce qu'on observait en 2019. De même que les notes plus fortes au-dessus de 50, et quand on monte vers le 80, il y a plus d'élèves de 2019 que de 2021. La seule exception, c'est l'étendue de 80 à 90, mais ce sont des données préliminaires. Les données ne sont pas toutes saisies et entrées et je sais que Catherine à l'ACFAS va faire le point sur l'état de la situation là-dessus. Mais ce que ça annonce, c'est que les écarts d'apprentissage, les retards d'apprentissage qui ont été observés dans d'autres pays sont aussi constatés ici au Québec. Il faudra voir l'importance de ces écarts-là en fonction de différents facteurs de pauvreté, d'éducation et d'élèves en situation de vulnérabilité. Tout ça, donc, a conduit à raison le gouvernement canadien à proposer un programme national de tutorat. Et le 27 janvier 2021, le gouvernement du Québec a lancé son programme, a investi près de 170 millions de dollars pour financer des mesures d'encadrement pédagogique spécialisées comme le tutorat, mais pas exclusivement le tutorat. On pense à l'aide aux devoirs, le soutien psychosocial fait partie de cette enveloppe-là pour essayer de prévenir les effets néfastes de la pandémie sur les apprentissages. Ce programme-là vise toutes sortes de volontaires possibles, dont le personnel actuellement en place, dont des suppléants ou des retraités qui œuvrent dans le milieu scolaire, mais également des étudiants collégiaux et universitaires. Donc, une palette de tuteurs et la particularité de ce programme-là, c'est qu'il finance les heures d'intervention des tuteurs en fonction, évidemment, des profils professionnels de chacun des tuteurs. Donc, ce que le gouvernement invitait à faire, c'est aux gens volontaires de s'inscrire sur une plateforme et le gouvernement associait donc ces tuteurs-là aux écoles pour qu'ils puissent intervenir dans le milieu. À ce jour-ci, on ne connaît pas encore l'ampleur de la pratique du tutorat dans le milieu, mais on le sait qu'elle s'organise progressivement dans les centres de services scolaires et dans les écoles primaires et même secondaires. Donc, j'en viens à mon thème. Qu'est-ce que le tutorat, puisque on le priorise dans les actions et est-ce que c'est une bonne chose que le gouvernement investit autant dans cette structure-là? Et je vous amène ici à une définition du tutorat qui a été proposée dans une des méta-analyses sur laquelle je vais porter beaucoup d'attention, qui est celle de Joshua, qui définit en fait le tutorat lorsqu'une personne offre un enseignement individuel ou en petit groupe qui complète l'enseignement en classe, tout simplement.
Le tutorat peut varier selon qu'il soit offert par un enseignant certifié, comme je l'ai illustré par certains programmes américains, peut être offert par un professionnel de l'équipe école, que ce soit des non-enseignants, du personnel non professionnel, étudiants au baccalauréat en éducation au cycle supérieur, des stagiaires, on a vu ça dans certains programmes, des conseillers pédagogiques, peut être offert aussi par des non-professionnels, donc des bénévoles, des personnes bienveillantes du quartier, des retraités qui ont ou pas une expérience d'enseignement, mais aussi il y a des programmes qui peuvent être offerts par les parents et qui sont généralement donnés à la maison. Les modalités, le tutorat peut être offert durant les heures de classe. Souvent, on va retirer des enfants d'un cours qu'on considère pour lequel l'enfant est plus à jour, par exemple un cours de géographie, d'histoire, un cours de culture religieuse, et on va lui permettre de vivre sa séance de tutorat pendant une heure d'un cours d'une autre discipline pour laquelle il a besoin de tutorat. Il peut être offert en individuel ou en sous-groupe. Et évidemment, la modalité peut varier de 30 à 60 minutes, des fréquences qui peuvent être quelques fois par semaine à plusieurs fois par semaine et peut durer, dans certains cas, plus d'une année, donc offre de tutorat plus d'une année, mais généralement 20 mois et moins. Donc, pourquoi investir dans le tutorat? D'abord parce que, et là je réfère à une première méta-analyse, celle de Dierkriegsen, et pourquoi je vous la présente ici, c'est qu'elle a comparé plusieurs mesures éducationnelles qui sont offertes auprès des enfants de milieux défavorisés, des écoles primaires et secondaires, donc exclusivement en milieux défavorisés. Une recension des études qui porte en fait des études provenant des États-Unis et de l'Europe. C'est plus de 101 études qui avaient été publiées où on a tenté d'améliorer la réussite en mathématiques et en français, en fait en langue plutôt, à partir exclusivement de mesures standardisées. 76 des études sont des études expérimentales avec randomisation. Les autres sont des études quasi-expérimentales. Et la taille d'effet moyenne du tutorat dans leur méta-analyse était de 0,36. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on la compare à d'autres initiatives, par exemple l'enseignement en plus petits groupes, qui ont des coûts importants en termes d'argent, l'enseignement coopératif, les incentives qui sont, par exemple, le fait de payer des professeurs pour enseigner en milieu défavorisé, de payer des intervenants pour faire du mentorat auprès des jeunes, les programmes after school programs, donc les programmes parascolaires, mais qui n'ont pas toujours une visée de rehausser les apprentissages. Bref, le tutorat arrive en tête de liste en termes de taille d'effet lorsqu'on les compare à plusieurs autres mesures éducatives. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le tutorat a une portée sur les apprentissages, et dans la méta-analyse de Joshua, comme cadre d'interprétation des études qu'ils ont faites, nous indique différents mécanismes qui expliqueraient pourquoi le tutorat aurait des effets probants sur les apprentissages. Simplement, d'abord, parce que le temps d'enseignement est bonifié, plus d'heures d'instruction aux enfants qui profitent du tutorat. C'est tout à fait simple. On ajoute le nombre d'heures et les enfants apprennent davantage, mais aussi beaucoup parce que l'apprentissage est davantage personnalisé, puisqu'il est 1 à 1. Puisqu'il peut rencontrer les besoins, les intérêts, les problèmes personnels, ce qu'un prof en classe a moins le temps de faire, parce qu'il expose les enfants à des pédagogies alternatives, souvent la rétroaction immédiate, la rétroaction personnalisée, plus d'engagement de la part du tuteur que de la part de l'enseignant en classe, plus d'attention à la tâche, moins de distraction, le temps qui est augmenté à la tâche, des effets indirects, le climat d'apprentissage en classe qui peut s'améliorer puisque les enfants en besoin de tutorat peuvent aussi être des enfants qui ont des problèmes de comportement, des difficultés qui s'expriment par des comportements inadéquats en classe. Donc, à la fois peut profiter dans le climat scolaire en classe, mais aussi peut profiter aux enfants. Et un dernier mécanisme, celui de permettre des liens de mentorat. Donc, au-delà d'avoir
du temps pour améliorer ses apprentissages, je développe une relation signifiante avec une personne et cette personne-là peut devenir un modèle, peut devenir une figure d'attachement sur lequel je vais baser mes prochaines décisions et mes engagements émotifs dans mes travaux scolaires. Et à ce compte-là, il y a toute une littérature sur le youth mentoring, donc qui est différente du tutorat scolaire, donc le mentorat chez les jeunes. Et une des figures importantes dans ce domaine-là, qui est Gene Rhodes de l'Université UMass à Boston, qui a beaucoup travaillé depuis les 30 dernières années sur le mentorat chez les jeunes. Et à partir de ses études à la fois expérimentales et longitudinales, elle est arrivée à proposer un modèle qui fait foi de référent dans le domaine du youth mentoring, qui est le suivant, en fait, que si je perds un enfant avec un mentor et si les mentors ont la compétence et la formation pour établir à la fois des relations d'engagement mutuel, des relations de confiance, des relations empathiques, sur le long terme, l'enfant va se développer au plan social-émotif, au plan cognitif, au plan identitaire. Et dans ses travaux, elle a aussi montré que l'effet du mentorat avait un effet positif sur la qualité des relations parents-enfants et la qualité des relations avec les pairs. En d'autres termes, plus j'évolue avec un mentor qui réussit à créer une relation signifiante avec moi, plus mes relations avec mes parents vont aussi s'améliorer et mes relations avec mes pairs vont aussi s'améliorer. En fait, Rhodes parle du mentorat comme une expérience correctrice et c'est audacieux comme hypothèse parce que sachant le poids important des relations sécurisantes en milieu familial, le point important qu'elles ont sur le développement, elle dit même qu'un mentor peut corriger, atténuer des effets négatifs de relations insécurisantes en milieu familial. On va y revenir tout à l'heure, vous allez voir des données qui ne vont pas nécessairement dans ce sens-là. Donc, oui, le tutorat est une bonne décision pour le gouvernement parce que les méta-analyses confirment qu'elles ont un effet probant, mais évidemment, les méta-analyses nous permettent en même temps d'identifier certains modérateurs du tutorat et je vais porter attention à une de ces méta-analyses-là qui est très instructive, là, celle de Joshua, dans laquelle ils ont examiner l'effet du tutorat dans deux contextes, la littératie et les mathématiques. Et vous voyez des effets beaucoup plus cohérents en mathématiques, hein? Un effet qui ressemble à la première méta-analyse à 0,37 est beaucoup plus dispersé là, dans le domaine des langues. Et la dispersion est un peu expliquée dans ces méta-analyses-là par le fait que les méthodes d'instruction et les contenus d'apprentissage sont aussi plus dispersés et étendus en littératie qu'en maths, ce qui pourrait expliquer qu'il y a une plus grande variation des tailles d'effets des études dans le domaine de la littératie que dans le domaine de la mathématique. Ce qui est surtout intéressant dans cette méta-analyse-là, c'est que je reviens avec le cadre d'analyse tout à l'heure où j'ai mis en évidence les mécanismes explicatifs du tutorat. Bien, ils ont examiné les études des 20 dernières années à partir de différents modérateurs que sont la compétence du tuteur, la formation professionnelle, en distinguant des enseignants à des paraprofessionnels, employés non enseignants d'une école, étudiants de premier ou deuxième cycle en éducation, stagiaires dans des secteurs professionnels comme la psychologie, le service social, à des non-professionnels, des bénévoles, des résidents de la communauté, des personnes retraitées, à des parents. Donc, de regarder s'il y avait un effet modérateur de la formation des professionnels. Ils ont aussi tenté de regarder s'il y avait un effet modérateur de la spécificité de la formation du programme. Ce qui n'a pas été probant parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations dans la description des programmes de formation. Ils ont regardé l'effet modérateur du curriculum, la discipline enseignée, la matière, le niveau, l'ordre d'enseignement primaire, secondaire, première, deuxième, troisième année du primaire, le dosage en termes de fréquence, de durée et la modalité dont on a parlé tout à l'heure
selon que ce soit donné pendant les heures de classe ou après l'école, de même que le ratio tuteur-élève. Donc, vous avez dans la suite les tailles d'effets différenciées selon ces différents modérateurs-là. Par rapport au type de tuteur, la formation professionnelle, on voit que les programmes qui impliquent des enseignants et des paraprofessionnels, mais surtout des enseignants, ont des effets plus probants que les programmes qui emploient des non-professionnels et des parents. Joshua nous dit en même temps, faisons attention, là, parce que les programmes qui emploient des enseignants certifiés, qui suivent des formations complémentaires, il y a un coût à ça. Il faut toujours interpréter les tailles d'effets en fonction des coûts-bénéfices. Donc, pour eux, le fait que des non-professionnels génèrent des tailles d'effet de 0,21, qui est considéré comme une taille d'effet modérée faible, c'est quand même une bonne nouvelle et ça peut être un élément d'ajout important là, quand on planifie les programmes de tutorat. Les programmes qui impliquent des parents, donc du tutorat de parents qui assistent l'enfant dans sa lecture à partir d'un programme structuré où l'enfant lit, où le parent lit et s'échange de la rétroaction mutuelle, 0,23. Des effets différenciés selon le niveau scolaire, les programmes de langue qui seraient plus efficaces tôt dans le cheminement préscolaire première année et les programmes en mathématiques qui auraient des effets un peu plus importants entre deuxième et cinquième année. Et la modalité, on comprend que quand c'est des enseignants qui offrent le programme, la modalité est nécessairement pendant l'école, mais lorsque c'est des paraprofessionnels, on voit que l'effet des programmes qui ont été donnés pendant l'école plutôt qu'après l'école est beaucoup plus probant. Donc, l'idée aussi que d'éviter aussi de stigmatiser l'enfant, de s'assurer que ça fait partie de son cheminement et aussi que quand il est retiré de sa classe, qu'on puisse faire en sorte qu'il n'y a pas de stigma entourant le retrait de l'enfant dans la classe quand on offre du tutorat. C'est des éléments importants qui sont soulevés dans les conditions d'implantation du tutorat. Le ratio tuteur-élève, encore là, des effets plus probants lorsque le ratio est faible que lorsque le ratio dépasse 3 et plus, parce qu'il y a des programmes de tutorat où on perd un tuteur à plusieurs enfants et que le tutorat est offert en groupe, chez des enseignants. Chez des paraprofessionnels, l'écart est encore plus important. Donc, c'est aussi un élément à considérer dans le pairage des élèves avec les tuteurs. Le nombre de jours, vous avez chez les enseignants à 3 jours et plus, à une journée et 2, il n'y a pas de programme qui ont été examinés dans la méta-analyse qui avait 1 jour ou 2 lorsque c'était des enseignants qui étaient tuteurs, mais vous voyez les effets qui sont plus probants à 3 jours qu'à 4 ou 5 jours. On peut penser qu'à 3 jours, ça suffit pour les enseignants d'avoir un impact positif. Et chez les non-professionnels, on voit que le 0,60 là, nécessite là, donc 4 à 5 jours d'intervention par semaine. Et la durée des programmes qui durent 20 semaines et moins, des tailles d'effet de 0,55 lorsque ce sont des enseignants et de 0,41 lorsque ce sont des paraprofessionnels. Souvent, ce qu'on entend, c'est évitons des mesures éducatives extraordinaires, finalement, où on intervient trop longtemps, parce que si on intervient trop longtemps, c'est probablement que le besoin devient extraordinaire et qu'on est dans d'autres considérations. Alors, ce qui pourrait expliquer ici, par exemple, le fait que des tailles d'effet, lorsque ça dépasse 20 semaines, sont plus faibles que lorsqu'elles sont 20 semaines et moins. Donc, ces deux méta-analyses-là que j'ai présentées jusqu'à maintenant nous disent d'abord que oui, le tutorat parmi les mesures éducationnelles semble l'avenue à suivre lorsqu'on veut prévenir les écarts d'apprentissage, notamment ceux liés aux effets de la pandémie, et ensuite qu'il faut respecter certaines conditions d'organisation, d'implantation, lorsque on veut s'assurer d'un tutorat qui soit efficient. Dans la suite de la présentation, je vais soulever un ensemble d'enjeux, en fait 4 enjeux que je considère importants
qui émergent de certaines recherches auxquelles j'ai participé au cours des 10 dernières années et qui permettent un peu de nourrir notre réflexion sur le thème du tutorat, même si ces données-là sont inspirées du mentorat scolaire, mais il y a des éléments de réflexion et de transfert qu'on peut apporter à la question et l'implantation du tutorat en milieu scolaire. D'abord, dans une étude qu'on a fait dans le cadre de l'étude longitudinale Grand frère, grande sœur, je vous rappelle, cette étude-là impliquait le suivi de plus de 1000 enfants à partir du moment où ils sont inscrits à une agence Grand frère, grande sœur dans une des agences couvertes au Canada. Ils avaient des évaluations en niveau de base au moment de l'inscription. Et ils avaient des évaluations périodiques 6, 12, 18 et 30 mois après leur inscription. On a donc suivi de façon longitudinale ces enfants-là et mis en relation des évaluations de leurs compétences sociales, cognitives, émotionnelles en fonction d'éléments comme le dosage, les pratiques des mentors, etc. Et dans une des études qu'on a publiées, on s'est intéressé au type d'activité. L'idée, c'était d'aller à l'intérieur des dyades et de comprendre quelles étaient les activités prédominantes à l'intérieur du mentorat offert par le grand frère ou la grande sœur. Ces programmes-là, souvent, c'est des programmes qui visent le bien-être de l'enfant, le développement social, l'épanouissement personnel, le développement positif, qui n'a pas nécessairement une vocation tutorale, mais dans plusieurs programmes, le tutorat est permis. Et c'est beaucoup plus vrai, je vous dirais, au Canada qu'aux États-Unis, où on est plus strict là, sur le fait que ce n'est pas nécessairement des programmes de tutorat, on les distingue clairement. Et à travers nos 1000 enfants, on a passé des mesures pour essayer d'établir la fréquence d'activités relationnelles, d'activités récréatives ou d'activités de tutorat. Relationnel, je vais prendre un café, je parle avec mon petit frère, ma grande sœur, on jase, une approche beaucoup plus réflexive sur ce que je vis aujourd'hui et bon, j'ai fait ça davantage. Au plan récréatif, je vais au musée, je fais du bricolage, je fais des sports, je vais au cinéma, je suis donc dans l'action. Et au plan du tutorat, j'interviens dans des matières scolaires avec mon petit frère, ma petite sœur, et je l'aide à passer à travers des défis scolaires qu'il rencontre. On a regardé l'effet modérateur de la prévalence de ces pratiques-là sur le lien entre la quantité de soutien reçu et la qualité de la relation. Et là, ce que je vais vous présenter, ce sont tous des effets d'interaction du type d'activité pratiquée dans la dyade mentor-mentoré entre le soutien reçu. Et MRQ, c'est pour Mentoring Relationship Quality, donc la qualité de la relation ici perçue par le mentoré. Ce qu'on observe, c'est que plus les activités récréatives augmentent, plus la quantité de soutien est associée à une qualité de relation. Ce qui fait sens, là. Je m'amuse avec mon mentoré, je fais des activités sociales récréatives et ça améliore la qualité de ma relation. Cependant, quand le modérateur est l'activité de tutorat, plus je reçois du soutien de mon mentor, plus faible est la qualité de la relation avec mon mentor. En d'autres termes, plus la relation est axée sur le tutorat, plus ça menace la qualité de la relation. Ici, c'est vrai quand c'est perçu par le mentoré et c'est confirmé aussi quand c'est perçu par le parent. Par exemple, vous voyez ici que lorsque les activités de tutorat sont faibles, le lien entre le soutien reçu et la qualité de la relation est plus forte. Et quand le tutorat est élevé, ça atténue, ça diminue l'impact du soutien reçu sur la qualité de la relation. En d'autres termes, pourquoi je vous présente ça? C'est que faire du tutorat, c'est aussi mettre en évidence le fait que l'enfant vit un retard, le fait que l'enfant est peut-être stigmatisé, le fait que l'enfant a besoin d'être dans un contexte où son sentiment de confiance, d'efficacité est fragilisé et le fait que le mentor, le tuteur, doit être outillé pour
renforcer, encourager et travailler sur l'image du tutoré ou du mentoré. D'où l'importance dans beaucoup de programmes de formation des tuteurs ou des mentors d'introduire des stratégies motivationnelles qui cultivent des messages d'éducabilité cognitive et sociale. On pense beaucoup au programme Growth Mindset, là, par exemple, pour s'assurer qu'il y a des messages clés qui sont transmis par les tuteurs, par les mentors aux enfants pour travailler sur les aspects plus sociaux et émotionnels là, entourant le tutorat. Autre fait saillant sur lequel je veux attirer votre attention issu de travaux qu'on a faits, dans un programme de tutorat qui impliquait des enseignants auprès d'élèves à très haut risque, puisqu'ils avaient échoué la moitié de leur cours lors d'une première session au collège. On a examiné l'effet modérateur de ce qu'on appelle l'alliance de travail. Là, les gens en clinique connaissent bien ça. Hein? L'importance dans une relation d'aide, dans une relation d'accompagnement, rapidement de créer un lien de connexion, un bonding, mais aussi de s'entendre sur les objectifs, les orientations de l'intervention, donc d'avoir des ententes mutuelles claires, précises et partagées entre le mentor et le mentoré, ou entre le tuteur et le tutoré. Et dans cette étude-là, dans laquelle on a suivi une centaine d'enfants qui avaient participé à ce programme-là avec des mesures pré-test avant le programme, post-test et en suivi, donc 6 mois après le programme, et dans laquelle on a comparé, donc c'était une étude quasi expérimentale avec groupe contrôle et on a comparé à l'intérieur de ceux qui avaient été mentorés par des profs, donc de psychologie dans ce contexte-ci, des gens qui avaient eu une entente très positive et élevée sur les buts à poursuivre dans la relation qu'ils avaient eue avec leur mentor. Donc, l'idée de rapidement s'entendre sur ces buts-là versus ceux qui avaient eu de faibles buts. Ce que vous voyez clairement, c'est que les progrès en cours d'intervention sont plus probants pour ceux qui ont des ententes mutuelles élevées et manifestes, établies rapidement dans le contexte de la relation. C'est vrai quand on prédit le sentiment scolaire académique de l'élève en cours de programme et 6 mois après. C'est vrai aussi quand on prédit la participation scolaire en classe de l'élève, même si le programme était donné en dehors des classes. Donc, pour ceux qui ont une entente rapide et mutuelle sur les buts à poursuivre dans la diade mentor-mentoré, en suivi, on rapporte des taux de participation scolaire plus élevés. Ici, bon, les données sont un peu plus complexes, mais c'est vrai aussi sur la persistance scolaire là, en suivi, c'est-à-dire que vous voyez l'écart ici qui est significatif. Donc, en d'autres termes, l'alliance de travail, mais une dimension de cette alliance de travail-là qui est de s'entendre rapidement sur les objectifs, les orientations, les buts qu'on va poursuivre à l'intérieur de la diade de mentorat, qu'on peut expansionner à la diade de tutorat, semble un mécanisme important pour prédire l'efficacité du mentorat ici sur l'ajustement scolaire des jeunes. Troisième enjeu important que je veux porter à votre attention, c'est tout ce qui est relié au sentiment d'efficacité des mentors ou des tuteurs. On sait que la formation initiale, la formation continue, le soutien qu'on offre aux mentors ou aux tuteurs en cours d'intervention est capital, surtout quand on travaille avec des jeunes à risque, pour qui les renforcements là, sont moins probants dans l'acte de tutorat. Donc, l'idée que les tuteurs et les mentors soient soutenus et maintiennent des sentiments d'efficacité élevés est importante. Donc, dans une étude qui portait sur le programme MIR ici, où des mentors universitaires étaient jumelés à des mentorés ou des tutorés de première année collégiale en sciences. Ils intervenaient sur une année. On a pris des mesures de leur sentiment d'efficacité à 9 moments de leur rencontre de tutorat. C'est un programme qui impliquait près de 16 rencontres
entre le mentor et le mentoré, donc entre le finissant de l'université qui était le mentor et le nouvel arrivant au cégep qui était le mentoré. Et à chacune de ces rencontres-là, après la rencontre, dans un journal de bord, on demandait au mentor d'évaluer son sentiment d'efficacité, jusqu'à quel point il y a le sentiment qu'il a été efficace dans la rencontre, qu'il aura répondu aux besoins de l'étudiant qui l'aidait, etc. Et on a pris, c'est plus de 150 tuteurs qui ont participé, et on a fait des analyses de trajectoire pour conclure qu'il y avait 3 trajectoires prédominantes. Il ne faut pas être surpris, c'est une échelle de 1 à 5, du fait que le sentiment d'efficacité est quand même très élevé. C'est un programme où il y a eu de la formation, du soutien en cours de route, donc c'est une bonne nouvelle que le sentiment d'efficacité est élevé, mais on a quand même dégagé 3 groupes, dont un groupe dont le sentiment d'efficacité est stable, disons modéré élevé, qui regroupe près de 60 de l'échantillon, un groupe qui voit son sentiment d'efficacité progresser tout au long des rencontres, qui regroupe près de 30 et un 9 où le sentiment est extrêmement élevé, avec un effet quadratique, là, donc une légère courbe là, en fin de parcours, mais qui a réaugmenté par la suite, donc des gens qui fonctionnent bien. L'idée de base là-dedans, c'était de regarder les déterminants à la fois personnels et contextuels du sentiment d'efficacité. Donc, on a comparé notre groupe modéré à notre groupe qui voit son sentiment d'efficacité progresser en cours de route, mais également le deuxième groupe qui a un sentiment d'efficacité élevé tout au long des rencontres de tutorat. Sur un ensemble de prédicteurs qui relèvent à la fois du mentoré, mais aussi du mentor. Et là, il y a beaucoup d'informations là-dedans. J'attire votre attention sur 4 éléments. D'abord, les mentors dont les parents des mentorés soutiennent plus fortement leur autonomie se sont sentis plus compétents. En d'autres termes, lorsque le mentor intervient avec un parent qui est davantage engagé, qui est davantage soutenant, le mentor se sent plus compétent. Ce qui est intéressant quand on va parler d'engagement du parent dans le processus du tutorat. Les mentors qui ont évalué positivement leur compétence à être sensibles à la détresse de leur mentoré, à être capable de répondre à des difficultés que leur mentoré rencontrait en cours de route, ont davantage vu leur sentiment de compétence progresser en cours d'intervention ou demeurer stable tout au long de l'intervention. Donc, deuxième élément. Troisième élément, les mentors qui avaient une expérience du mentorat déjà pour avoir agi dans d'autres contextes, d'autres programmes, d'autres institutions, étaient plus la probabilité d'appartenir au groupe dont les sentiments d'efficacité étaient élevés tout au long des séances, avait un lien positif entre les deux. Et finalement, le fait d'avoir, parce que ce ne sont pas tous les mentors qui ont participé au programme de formation et à des supervisions de groupe, le fait d'avoir participé à une formation et le fait d'avoir participé à des supervisions de groupe, c'est-à-dire des supervisions qui impliquent d'autres mentors en même temps qu'eux qui agissent dans la même institution et qui sont coachés par des formateurs, prédit le fait de se retrouver dans la trajectoire de sentiments de compétence en progression tout au long de l'activité de mentorat. Et ce qui est intéressant là, concernant la supervision de groupe, c'est que dans ce programme-là, il y avait aussi de la supervision individuelle et que la supervision individuelle, supervision individuelle, c'était des conseillers qui rencontraient individuellement, une fois par mois, chacun des mentors pour faire le point sur comment ça se passait, leur pratique, quelles difficultés ils rencontraient, comment le superviseur peut les aider, et que ça n'avait pas de portée sur leur sentiment de compétence, alors que la supervision de groupe, donc communauté d'apprentissage entre les mentors d'une même communauté, avait une portée importante sur le maintien ou l'augmentation du sentiment d'efficacité en cours de route. Donc, je vais y revenir tout à l'heure dans la portée de ces résultats-là. Dernier élément, dernier enjeu que je souhaite
mettre en évidence ici, c'est toute la question du rôle du soutien parental dans l'efficacité ici du mentorat qu'on peut expansionner au tutorat scolaire. On verra jusqu'à quel point ça peut se généraliser. Toujours dans l'étude des grands frères, grandes sœurs, on a regardé toute la question des interactions entre le soutien qui est procuré par le mentor en cours de séance de mentorat en interaction avec le soutien qui est procuré par d'autres sources de soutien, notamment les enseignants et les parents, ici la mère, pour voir s'il n'y avait pas des effets d'interaction et pour tester un peu l'hypothèse de l'effet correctrice qu'a proposé Rose là, dans son modèle, hein, de dire que le mentor peut avoir un effet correctrice, notamment auprès d'enfants qui reçoivent moins de soutien et un soutien de moins grande qualité dans le milieu familial. On a testé 3 hypothèses en lien avec ça, que je vous explique. L'hypothèse simplement d'un effet additif, capital social. Je reçois du soutien de mon enseignant, je reçois du soutien de mon mentor et je reçois du soutien de mon parent. Mon ajustement scolaire va s'améliorer, d'autant plus que je reçois du soutien. Un effet qu'on a appelé hiérarchique compensateur, c'est-à-dire que le soutien du mentor est davantage important lorsque le soutien du parent est faible ou absent. C'est en fait l'hypothèse de l'effet correcteur ou correctif là, du mentorat qu'a proposé Gene Rhodes dans ses travaux. Et un troisième effet qui est l'effet hiérarchique conditionnel, au sens où les riches s'enrichissent et le soutien du mentor aura une plus-value, plus précisément quand je reçois plus de soutien de mon milieu familial et notamment de mes enseignants et de mes parents. Et les résultats de cette étude-là, j'attire votre attention sur les figures que je vais expliquer ici, là, B, C et D, où on illustre les mêmes effets d'interaction hein, entre le soutien, je prends la figure B, le soutien que le mentor a procuré à son jeune ou la perception de soutien perçu par le jeune. Hein, plus c'est élevé, plus le soutien est perçu élevé. Et différents indicateurs de l'ajustement scolaire. Ici, le sentiment d'efficacité scolaire. Ici, la recherche d'aide en classe et en milieu scolaire. Et ici, la résolution de problèmes. Et toutes les figures arrivent avec le même constat, c'est-à-dire que le soutien du mentor est associé plus fortement au sentiment d'efficacité quand le soutien de la mère est élevé. Plus le soutien de la mère est faible, moins il y a de liens, et même que les liens sont non significatifs, entre le soutien du mentor et le sentiment d'efficacité scolaire. On observe la même chose quand on prédit la recherche d'aide et on observe la même chose quand on prédit la résolution de problèmes. En d'autres termes, ces résultats appuient davantage l'hypothèse d'un effet hiérarchique conditionnel, hein, comme bien d'autres recherches dans le domaine de, je vous dirais, de l'éducation, où on dit que c'est plus facile d'aider les élèves qui sont déjà soutenus et dont les parents se sont déjà engagés que les élèves qui sont moins bien soutenus et qui reçoivent moins de soutien dans leur milieu familial. Et ça nous amène donc à réfléchir aussi à des moyens, à des stratégies pour essayer de dire comment on peut faire pour mieux aider les élèves de milieux vulnérables, sachant que cette tendance-là est probable, celle d'enrichir finalement les gens qui sont déjà de milieux plus favorisés, de milieux plus riches ici en matière de soutien. Donc, je résume, hein, la pandémie entraînera probablement d'importants retards d'apprentissage, principalement chez les enfants de milieux défavorisés et chez ceux et celles qui présentent des besoins particuliers. Le tutorat est une intervention efficiente pour prédire les effets négatifs des retards dans la mesure où son implantation respecte certaines conditions. La sélection des tuteurs et leur formation didactique, pédagogique, psychosociale, de même qu'un dosage adéquat de rencontres pendant les heures de classe qui limite le plus possible les stigmas négatifs, parce que l'enjeu
d'offrir du tutorat et de retirer des enfants de la classe. C'est le stigma que peuvent vivre, négatif que peuvent vivre les enfants. Et il y a des pratiques institutionnelles qui existent où le tutorat est offert de façon universelle dans des milieux défavorisés qui ont des cotes de rendement plus faibles, et on fait ce choix-là pour éviter ces stigmas-là. Et finalement, les écoles se doivent d'être proactives dans l'offre de tutorat, puisque les élèves qui en profitent le plus ne sont pas ceux qui le demandent spontanément. Il importe aussi pour les écoles de prévenir les stigmas négatifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, engager les parents dans le processus, clarifier les objectifs des interventions, les arrimer au contenu des cours, s'entendre avec les élèves sur ce qu'ils désirent accomplir, créer des liens sécurisants avec eux, renforcer les sentiments d'efficacité des tuteurs en les soutenant et en créant des communautés d'apprentissage dans l'école s'avèrent des pratiques prometteuses pour s'assurer de l'efficience du tutorat. Je termine avant d'aller aux questions pour vous dire que dans un chapitre en 2012, on a présenté un modèle plus systémique là, de la pratique du mentorat scolaire qui peut aussi se généraliser au tutorat scolaire, dans lequel l'intervention à l'intérieur d'une dyade s'inscrit dans un système et que pour qu'un programme de tutorat soit efficace, on doit penser pas seulement à des pratiques d'intervention, celles qui concernent le mentor ou le tuteur, mais aussi des pratiques d'encadrement, celles qui concernent les formateurs et les conseillers, en termes de formation initiale, continue, la supervision des volontaires, aussi des pratiques organisationnelles en termes de recrutement, de gestion des besoins, jusqu'où on implique les parents, et de pratiques institutionnelles qui concernent la vision, la planification financière, l'implantation, la promotion et beaucoup l'évaluation des programmes, parce qu'un des critères importants de l'efficacité des programmes de tutorat, c'est qu'il y a des données probantes en cours d'intervention qui nourrissent l'intervention, qui la modulent et qui lui permettent de l'orienter en fonction de données probantes qui sont colligées en cours de route. Voilà. Alors, j'ai fait le tour. Ça va me faire plaisir d'entendre vos commentaires et vos questions. Et je vais fermer ma Merci beaucoup, présentation. Simon. Merci pour cette excellente présentation. C'était fascinant, c'était vraiment intéressant. Donc, j'invite tout le monde qui est présent à poser leurs questions. Je vois qu'il reste seulement 5 minutes, mais pour ceux qui ont du temps, on va rester plus que 5 minutes, si Simon le peut. Sinon, on n'aura personne pour répondre à nos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, soit dans la boîte de chat là, ou à lever votre main et William va se faire un plaisir de vous donner la parole si vous préférez poser vos questions en levant votre main. Donc, si pour l'instant, il n'y a personne qui a de questions, moi, j'en ai toujours, donc je vais me faire un plaisir d'en poser quelques-unes. Simon, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le lien entre les aspirations, les objectifs que se donnent les étudiants et la réussite du programme de mentorat et plus généralement la réussite des élèves. Justement, cette semaine, j'essayais de trouver des données sur les aspirations des Québécois parce qu'on sait historiquement avec les données du YIT, là, il y a Youth in Transition Survey, on sait que les Québécois, surtout les Québécois francophones, ont des aspirations qui sont beaucoup plus basses que ce qu'on observe en dehors du Québec ou dans le Québec anglophone et que ces aspirations-là sont elles-mêmes corrélées avec la probabilité de réussir et de poursuivre vos études supérieures. Donc, je me demande, tu sais, est-ce que tu penses qu'il y aurait des moyens via le tutorat ou d'autres moyens par lesquels on pourrait travailler les aspirations de nos jeunes pour essayer de vraiment aller travailler cet aspect-là qui semble être un des grands bloqueurs de la réussite et de la persévérance scolaire au Québec, particulièrement chez les garçons? Bien, je pense que ce qui est surtout important, c'est de s'assurer des cibles visées par le tutorat ou dans ce cas-ci, peut-être plus un mentorat vocationnel, là, où tu veux cultiver les aspirations peut-être en assignant un jeune à quelqu'un qui a une vocation puis qui a une passion dans un domaine, qui cultive cette passion-là par des pratiques. Dans le programme MIR auquel je faisais référence, il y avait un volet de mentorat vocationnel
où les jeunes mentorés en sciences, ça s'inscrivait beaucoup dans l'optique de relève scientifique, de perte de gens qui s'en vont en sciences puis qui changent de programme en cours de route. Mais dans ces programmes-là, ils étaient pairés donc avec des finissants qui étaient sur le point d'entrer sur le marché du travail. Mais avec ces finissants-là, ils participaient aussi à des visites professionnelles dans des entreprises privées, dans des centres de recherche, des centres et des entreprises qui cultivaient je te dirais, des activités d'exposure de leur entreprise pédagogique, puis qu'ils invitaient des groupes à visiter leurs centres ou leurs entreprises pour faire la promotion des carrières dans ces entreprises-là. Alors, le mentor, finissant universitaire, débarquait avec le mentoré, faisait ces visites-là. Il y avait tout un travail réflexif après la visite avec le mentoré pour dire ben, en quoi ça t'inspire, en quoi ça te passionne, en quoi ça cultive tes choix. Donc, moi, je pense que on n'appellerait pas ça du tutorat parce que le tutorat est vraiment réservé à l'apprentissage disciplinaire, à l'enseignement de contenu disciplinaire. Et les enjeux du tutorat, c'est beaucoup d'être en arrimage avec les contenus des cours. Donc, si je suis tuteur en troisième année du primaire, c'est de m'assurer que je connais le curriculum de troisième année du primaire. C'est qu'il y a une concertation étroite avec l'enseignant dans la classe pour que je puisse adresser les besoins de mon enfant en lien avec le programme de formation, alors que le mentorat, on sort de ces initiatives-là. Et l'aspect vocationnel peut être un aspect important, à mesure où le programme est clair et les objectifs sont précisés, que les tuteurs ou les mentors sont recrutés en fonction de ces objectifs-là et que les mentorés aussi répondent à ces programmes-là en fonction de ce besoin-là. Oui, OK, dans le domaine, on parle de mentorat scolaire, de mentorat vocationnel et de mentorat communautaire. Donc, il y aurait la place aux trois types d'interventions, en fait, qui seraient intéressantes. Mais là, dans le contexte spécifique de la pandémie, ça serait plus le mentorat scolaire, mais dans un contexte général, parce que ce problème-là, il n'est pas nouveau, ça serait applicable aussi, ces autres types de mentorat-là dont tu as parlé. Oui. Est-ce qu'on voit des questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Une autre question que moi j'aurais, en fait, s'il n'y a pas d'autres collègues qui ont des questions, est-ce que tu as observé si le tutorat a dit, parce que tu as présenté selon l'âge, selon le milieu socio-économique, est-ce qu'il y a des effets différenciés selon le genre ou est-ce que les garçons et les filles en bénéficient également? Ou il n'y a pas de données là-dessus, là, ça se peut? Il n'y a pas de. En tout cas, dans les méta-analyses, là, ça a été examiné, puis il n'y a pas de données probantes là-dessus. OK. Dans la littérature sur le mentorat, là, il y a eu des choses, je pense aux travaux de David Dubois, là, où il a fait quelques méta-analyses sur les effets des programmes Grand Frère, Grande Sœur. Il n'y a pas non plus d'effet du genre ni du mentor, ni du mentoré. Je sais qu'il y a des agences qui vont insister pour jumeler les mentors et les mentorés en fonction d'origine, par exemple. Quand les enjeux culturels sont importants, il y a des agences qui décident de jumeler des enfants avec des mentors qui sont de même origine, mais les données des méta-analyses ne sont pas probantes là-dessus. Ce qui est surtout important, c'est la question de la sensibilité interculturelle. Et je pense que pour nous, au Québec, dans les milieux défavorisés, à Montréal particulièrement, la question de former les tuteurs à être sensibles aux différences culturelles est une question de formation importante. Ouais. Au-delà de dire, je vais pairer quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui vient d'Asie avec un enfant asiatique qui a des difficultés ou qui vient d'Afrique avec un mentor africain, c'est surtout important, c'est l'idée d'avoir été formé à cette sensibilité interculturelle-là qui va être un mécanisme important. Ouais. Je vois qu'il y a une main levée, je vais en profiter, il y a une main levée. Elissa, je ne sais pas, William, est-ce qu'elle peut parler? Ah oui, OK. Alors, bonjour, j'étais trop gênée pour lever la main, mais là, vous m'avez... C'était ça la question qui me brûlait les lèvres. Bonjour, monsieur Larose, contente de vous revoir. Je travaille pour le ministère de l'Éducation et ça, c'est justement un sujet qui m'interpelle beaucoup. On parle beaucoup justement de diplomation des garçons, les écarts. J'ai vu un de vos tableaux rapidement quand vous parliez de mentorat qui était écrit justement dans le haut, là, parmi les fameuses conditions gagnantes du mentorat. Là, on était vraiment dans un camp de mentorat, que le genre jouait pas beaucoup
C'était pas dans les critères que vous en avez retenu 4, le genre était en haut, ça jouait pas beaucoup. Par contre, c'est ça ce que je me pose comme question. Est-ce qu'on pourrait dire que le tutorat pourrait être, bien sûr, favorable pour tout le monde, là, gars-filles, là, je veux vraiment pas faire de différenciation de genre, mais justement, le contexte d'une classe où tester, poser des questions et peut-être donc exposer le fait de se tromper en face du monde, c'est dur pour tous les élèves, mais il y a cet aspect-là chez les garçons hein, qui est d'autant plus difficile. Est-ce qu'on pourrait dire que le mentorat, le 1 à 1, le sous-groupe, pourrait être vraiment quelque chose qui pourrait favoriser encore plus la réussite des garçons? Moi, je pense que ça peut favoriser la réussite des garçons comme celle des filles. Je pense qu'il faut éviter d'identifier à la mesure, d'associer la mesure à un sexe, de dire Oui. que c'est pour les garçons, puis on offre du tutorat pour les garçons, parce que là, ça devient stigmatisant. Et que les études le montrent. Là, une fois que vous avez contrôlé pour les attitudes, les connaissances et compétences d'apprentissage, l'effet sexe ajoute beaucoup moins à la prédiction de la performance. Souvent, le tableau qu'on regarde, c'est les écarts de réussite entre garçons et filles, mais derrière être un garçon ou une fille, il faut surtout regarder les comportements, les stratégies d'apprentissage, et il faut que nos interventions ait comme objectif de développer ces compétences-là, qu'elles soient cognitives, métacognitives, quel que soit le genre. S'il y a plus de garçons qui en bénéficient, tant mieux. S'il y a plus de garçons qui sont ciblés par le milieu, tant mieux. Je pense qu'il faut éviter d'en faire une intervention garçon-fille parce que là, c'est dangereux. Puis, on oublie qu'il y a des filles à risque, puis on oublie qu'il y a des garçons très performants. Oui, oui, merci. Puis c'est justement là que j'espérais que vous alliez amener, qu'on lâche un peu la diplomation des garçons et qu'on voit plutôt les stratégies à mettre en œuvre pour que ces écarts-là n'existent pas. Il y a quelque chose en dessous de ça à voir. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, Elissa. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'en vois pas d'autres. Écoutez, on pourrait continuer à parler comme ça longtemps, mais on est déjà dépassé un peu le temps qui nous était alloué. Donc, je pense qu'on va remercier Simon pour le temps qu'il nous a accordé aujourd'hui. La présentation va être disponible, William, si je me trompe, tu me corriges, sur notre site web, le site web de l'Observatoire. Donc, il sera toujours possible de la regarder à nouveau s'il y a des informations ou des études qui vous intéressaient, que vous voudriez retrouver. La présentation de Simon va être disponible en version YouTube, si je ne me trompe pas. Donc, sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Et évidemment, les liens se retrouvent dans notre page Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Excellent, super, merci. Merci William, merci Simon, merci à tout le monde d'avoir participé et je vous invite à venir avec nous la semaine prochaine aussi. On a une autre excellente présentation qui va nous montrer comment différentes stratégies qu'on peut avoir pour estimer la propagation du virus quand on n'a pas de données par ailleurs sur les tests puis que les tests ne sont pas utilisés de la même façon. Donc, Vincent Boucher de l'Université Laval va venir aussi nous présenter une présentation intéressante qui donne d'autres stratégies pour arriver à retrouver de l'information qu'on n'a peut-être pas sous la main. Donc, merci à tous. Au revoir. Très bien. Au revoir.